à toi, je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Mon objectif est de te guider sur le chemin de la réussite en cours de français. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le commentaire de texte, sur la méthodologie du commentaire de texte. Le commentaire de texte, c'est un exercice qui t'est demandé lors de l'épreuve anticipée écrite de français que tu vas passer à la fin de l'année de première. Toute ton année de seconde va te servir à apprendre cette méthode du commentaire. Toute ton année de première va te servir à la consolider et va te permettre d'arriver à faire un très bon commentaire le jour du bac, le jour de l'écrit du bac de français. Une petite précision toutefois concernant la différence entre la voie générale et la voie technologique. Si tu as choisi une voie générale, lors de l'écrit du bac, on va te proposer deux exercices au choix. Soit un commentaire de texte et une dissertation. Si tu es en série technologique, on va aussi te proposer deux exercices au choix qui seront le commentaire ou la contraction de texte suivie d'un essai. Il y a une autre petite différence entre la série générale et la série technologique qui est la suivante. Si tu es en série technologique, on te donne les deux axes du commentaire sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pendant ta rédaction. Si tu es en série générale, on te demande simplement de commenter le texte que l'on te propose. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver toutes les clés pour réussir un très bon commentaire de texte dans cette vidéo sans paniquer et avec une grande aisance. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les 4 étapes essentielles pour réussir un bon commentaire. Tu as 4 heures pour effectuer un commentaire de texte. C'est long et c'est court à la fois. Ça signifie qu'il faut quand même passer beaucoup de temps au brouillon avant de passer à la rédaction. Première étape du commentaire, c'est la première lecture du texte. Tu découvres ton texte, tu l'as sous les yeux, tu vas d'abord regarder l'auteur, le titre, la date. Tu vas également regarder s'il y a des éléments de paratexte. Les éléments de paratexte, en fait, sont ceux que l'on trouve tout autour du texte. Donc, je viens déjà de t'en donner quelques-uns, c'est-à-dire l'auteur, le titre et la date qui te permettent de classer le texte dans une période historique et littéraire. Et tu as parfois aussi quelques lignes d'introduction qui précèdent le texte et qui vont permettre aussi de l'éclairer. Alors, c'est important de regarder le paratexte quand tu découvres le texte. Toutefois, j'attire ton attention sur le fait que tu ne dois pas, dans ton commentaire, citer le paratexte. Citer les premières lignes, les petites lignes d'introduction qui généralement sont en italique au début du texte. Ce n'est pas l'auteur qui les a écrites, c'est celui qui te propose le sujet. Alors, ne t'appuie pas dessus lors de ta rédaction. Alors, donc une fois que tu as découvert le paratexte, évidemment, tu vas faire une première lecture du texte pour en saisir le sens et tu vas te poser des questions importantes sur ce texte qui sont les suivantes. À quel genre littéraire appartient-il? Quel est son thème principal? Quelle est la situation d'énonciation, c'est-à-dire qui parle à qui? Et puis enfin, tu peux te demander aussi quels sont ces registres. Est-ce que le texte s'appuie sur un ton, sur une tonalité pathétique, lyrique, tragique, ironique, fantastique, épique? Voilà, tu peux te demander sur quelle tonalité il s'appuie. Ce sont vraiment des questions d'ordre général sur le texte qui constituent finalement ta première approche du texte à commenter. Voilà, on a fait le tour au niveau de cette première étape qui est essentielle, qui est celle de la première lecture du texte. Nous arrivons à la deuxième étape, tout aussi importante, et qui va aussi correspondre à des lectures du texte, puisque en fait, je t'invite à opérer 4 lectures ciblées du texte. Alors tu vas me dire 4 lectures, mais c'est énorme, ça veut dire que je vais lire le texte au moins 5 fois. Eh bien oui, pour te l'approprier pleinement, il est très important de lire plusieurs fois le texte. Et pour cadrer ta relecture, moi je te propose 4 lectures ciblées. Au cours de chacune de ces lectures, en fait, tu vas effectuer des repérages différents, des repérages précis, ce qui te permettra de ne rien oublier et aussi finalement de ne pas t'éparpiller. Alors avant d'effectuer ces relectures ciblées,
Tu prends une feuille du brouillon, le jour du bac, elles sont données à volonté, n'hésite pas à en faire très bon usage. Tu prends une feuille de brouillon et tu vas en fait, si tu le souhaites, hein, c'est une option, ce n'est pas une obligation, ça dépend de ton mode de fonctionnement. Mais moi, je t'invite à faire un tableau en 3 parties. Dans la première partie, tu vas inscrire tes citations. Alors, si c'est un poème, tu peux écrire le numéro du vers ou le recopier intégralement. Si c'est un texte en prose, tu peux inscrire le numéro de la ligne ou, évidemment, si la citation est courte, tu peux la recopier intégralement dans ton tableau. Deuxième colonne, le procédé que tu vas repérer. Et troisième colonne, l'interprétation que tu vas en faire. Les premiers éléments d'interprétation, d'analyse, les premiers effets produits sur toi, lecteur, que tu auras repéré, tu vas les noter dans cette colonne. Ensuite, une fois que ton tableau est effectué, alors je t'invite à faire un assez grand tableau parce que l'idée c'est quand même d'avoir le maximum de repérage avant de passer à l'élaboration du plan et puis à la rédaction évidemment. Plus tu auras de repérage, plus ton commentaire sera précis et plus évidemment il sera réussi. L'objectif, on ne l'oublie pas, c'est que tu aies une bonne note évidemment. Alors, je t'ai dit 4 lectures du texte. Première lecture, tu vas t'appuyer sur les procédés grammaticaux. Tu vas lire le texte en ayant en tête que tu dois repérer tous les procédés grammaticaux qui sont présents dans celui-ci. Qu'est-ce que j'entends par procédés grammaticaux? J'entends tout ce qui est temps verbaux, énonciation, choix des pronoms. Est-ce qu'il y a des phrases plutôt simples ou des phrases complexes? Est-ce qu'il y a des phrases verbales, des phrases non verbales? Quels sont les types de phrases majoritairement employées? Est-ce qu'il y a des compléments circonstanciels qui font sens? Est-ce qu'il y a des négations qui font sens? Etc., etc. Tout le lexique grammatical que tu as appris au cours de tes années de collège et que tu vas continuer à apprivoiser pendant ton année de seconde et pendant ton année de première va te servir ici et maintenant. Donc, tu lis le texte et tu repères tous les procédés grammaticaux qui te paraissent importants et qui vont pouvoir donner lieu à une interprétation. Ne l'oublie pas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je t'en ai déjà parlé, c'est ce que j'appelle le trio gagnant. Citation, procédé, interprétation. L'un ne va pas sans les autres et les autres ne vont pas sans l'un. Si tu as une citation, il faut que tu relèves un procédé et il faut que tu l'analyses, que tu repères son effet produit, que tu l'interprètes. D'accord? C'est ce qui va te permettre de construire une bonne analyse du texte. Ensuite, ça c'était pour la première relecture ciblée. On passe à la deuxième relecture ciblée qui va porter, elle, sur les procédés rhétoriques. Rhétorique, RH, on ne l'oublie pas au niveau de l'orthographe, en fait c'est tout simplement le relevé des figures de style. Toutes les figures de style que tu vas repérer dans le texte à commander, tu vas les inscrire dans ton tableau et tu vas les interpréter. Troisième relecture ciblée, celle-ci va porter sur les procédés lexicaux. Qu'est-ce que j'entends par procédés lexicaux? Eh bien, ce sont tous les éléments de vocabulaire qui font sens, le niveau de langage employé, les champs lexicaux également repérés. Voilà, il s'agit de relever tous les éléments de langage, de vocabulaire qui sont intéressants à mettre en avant pour les analyser. On en est à la troisième relecture ciblée. On passe à la dernière relecture ciblée qui, celle-ci, va porter sur les procédés poétiques. Même si tu n'as pas une poésie, c'est important. Même si, évidemment, le texte poétique se prêtera plus au relevé des procédés poétiques, cela va de soi. Mais dans tous les textes, tu vas pouvoir relever des procédés poétiques. Procédés poétiques, ça peut être les sonorités, les assonances, c'est-à-dire la répétition d'un même son voyelle, les allitérations, la répétition d'un même son consonne. Ça va être évidemment tous les procédés de versification si tu as un texte poétique. Ça peut être la typographie. Voilà, tout cela relève des procédés poétiques que tu vas venir te reporter à la suite de ton tableau. Normalement, à la fin de cette deuxième étape pour réaliser un bon commentaire de texte, tu as un tableau suffisamment long, même tu as peut-être plusieurs pages de brouillon, ce serait l'idéal, pour passer à l'étape suivante. On arrive à l'étape suivante, c'est le brouillon et l'élaboration du plan. Tu vas regarder ton tableau et tu vas te demander quel recoupement peut-on faire, qu'est-ce que ce texte a d'original, de spécifique,
spécifique, pardon. En relisant tes notes, tu peux être attentif aux convergences, aux éléments qui se recoupent. Tu vas regrouper les remarques qui concernent le même thème ou les mêmes effets et tu vas arriver à élaborer 2 ou 3 axes qui correspondent à 2 ou 3 particularités littéraires que ton texte a et que tu vas mettre en évidence dans le plan de ton commentaire. Un commentaire, c'est une analyse de texte organisée en 2 ou 3 axes de lecture et qui rend compte de ses enjeux littéraires. L'idée, c'est donc de dégager 2 ou 3 grands centres d'intérêt du texte, qu'on appelle aussi les axes de lecture, le grand 1, le grand 2 et le grand 3. Et à l'intérieur, il faut aussi trouver les sous-parties, petit a, petit b, petit c. Un commentaire parfait possède la forme suivante, 3 grandes parties, 3 sous-parties dans chaque grande partie. On peut se satisfaire d'un commentaire proposant 2 grandes parties et 2 sous-parties. Si tu n'arrives pas à trouver de 3e axe ou de 3e sous-partie, ce n'est pas grave, ne bloque pas là-dessus et passe à la suite. Alors, je te donne un exemple. Pour un extrait de fable, souvent le plan qu'on va adopter, ça sera le suivant. Grand 1, un récit plaisant et divertissant. Grand 2, une satire de la société. Une fois que tu as ton plan, il faut aussi penser au projet de lecture, à la problématique. La problématique, en fait, c'est le fil conducteur de ton analyse. C'est vraiment ce qui va constituer la ligne directrice de ton devoir. La problématique pourrait être la suivante pour un texte, pour une fable. Comment le fabuliste s'y prend-il pour effectuer une satire de la justice? Donc tu vois que dans ma problématique, on a bien mes 2 idées, du récit plaisant et divertissant et de la satire dans un second temps. Je vais donc bien, grâce à mes 2 axes, répondre à la question que je pose dans l'introduction. Cette problématique, elle sera dans l'introduction, j'en parlerai juste après. Et bien justement, on arrive à l'étape 4. Ce n'est qu'une fois le plan travaillé finement et la problématique trouvée qu'on peut commencer à rédiger au propre. Beaucoup de temps est nécessaire au brouillon. Je te rappelle que l'épreuve dure 4 heures et que tu dois vraiment utiliser ces 4 heures. Première étape, c'est la rédaction de l'introduction. Tu peux faire un premier jet au brouillon si cela te rassure, c'est même conseillé puisque finalement l'introduction, c'est le premier contact avec ton examinateur, avec ton prof. Tu peux vraiment lui faire bonne impression et influencer positivement la suite de sa lecture si tu réussis bien ton introduction. L'introduction du commentaire comporte 3 étapes, mais un seul paragraphe en fait pour la rédiger. Elle prend la forme d'un paragraphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut de ligne, pas de passage à la ligne, simplement un alinéa au début du paragraphe. Première étape de l'introduction, c'est la présentation du texte. Tu dois présenter brièvement l'auteur, puis son œuvre, et enfin, c'est le système de l'entonnoir, le texte à commenter. On part du général et on va vers le particulier. Si tu l'extrais dans l'œuvre, si jamais tu la connais, parfois l'œuvre t'est complètement inconnue et c'est pas grave, hein, ne t'inquiète pas pour ça. Dis globalement de quoi il est question dans ce texte. Évidemment, n'empiète pas sur ce que tu vas développer dans le commentaire. Il ne faut pas non plus que l'introduction soit trop longue. Un petit rappel important, j'en reparlerai tout à l'heure, mais les titres des œuvres sont à souligner impérativement. Ensuite, après la présentation de l'auteur, de l'œuvre et du texte, on arrive à la problématique. En 1 ou 2 phrases, il faut définir sous la forme d'une question les enjeux principaux du texte. Après la problématique, on en arrive à l'annonce du plan. Il faut annoncer de façon claire le plan suivi. En fait, ça correspond au titre des grands axes, hein, pas des sous-parties, juste les grands axes, le grand 1, le grand 2 et le grand 3 si éventuellement il y a un grand 3. Une erreur assez fréquente à ne pas commettre, il faut éviter d'utiliser des termes qui rappellent qu'il s'agit d'un exercice scolaire. Par exemple, les termes comme axe, sous-partie, commentaire, problématique sont à exclure. Tout ce que tu nous racontes dans un commentaire doit être fluide, ce doit être sous-entendu. Voilà, il faut que ça paraisse presque naturel, spontané. Donc tu évites tous ces termes qui apparaissent au vocabulaire qui appartiennent au vocabulaire de la méthodologie et non du commentaire de texte en lui-même.
On a rédigé l'introduction, super, une bonne étape de fait. On passe à présent à la rédaction du commentaire en suivant le plan détaillé. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, ton commentaire, il doit prendre la forme de 2 ou 3 grandes parties. Et à l'intérieur de ces 2 ou 3 grandes parties, on va trouver 2 ou 3 sous-parties. Donc, introduction, saute de ligne, alinéa, première partie, tu annonces ton premier axe, ton premier axe. Tu ne recopies pas le plan sur la copie, tout cela doit être dissimulé à l'aide de phrases bien rédigées. Donc tu annonces ta première grande partie, décidément je ne vais pas y arriver, à l'aide d'une phrase d'amorce qui formule l'idée directrice de la grande partie, ce qui correspond en fait à la thèse que tu vas démontrer dans ta grande partie. Ensuite, tu passes à la ligne, alinéa, petit a, première sous-partie. Tu vas affirmer, le paragraphe se construit toujours de la manière suivante. On énonce d'abord l'idée directrice du paragraphe, ensuite les arguments et les exemples, ce qui correspond à notre tableau de tout à l'heure, citation, procédé, interprétation. Mais tout cela doit être évidemment rédigé. À chaque idée doit correspondre un paragraphe qui commence par cette idée. Donc on passe ensuite au paragraphe 2, à la ligne, alinéa, paragraphe 2, pareil à l'intérieur, idée directrice du paragraphe, argument et exemple commenté. Ensuite, à la ligne, alinéa, paragraphe 3, idée directrice du paragraphe, argument et exemple à commenter. Une petite phrase pour clore le paragraphe. À la ligne, alinéa, phrase de transition, on annonce l'axe suivant après un rapide bilan de la première partie. Tu sautes 2 lignes, on arrive à la deuxième partie, à nouveau une phrase d'amorce, alinéa, et puis ta phrase d'amorce, passage à la ligne, alinéa, premier paragraphe, passage à la ligne, alinéa, deuxième paragraphe, passage à la ligne, alinéa, troisième paragraphe. S'il y a une troisième partie, on recommence le même système avec passage à la ligne, alinéa, phrase de transition, saut de 2 lignes, phrase d'amorce, passage à la ligne, alinéa, premier paragraphe, passage à la ligne, alinéa, deuxième paragraphe, passage à la ligne, alinéa, troisième paragraphe. Voilà, j'espère avoir été claire. Évidemment, je vais te mettre toutes les indications ici sur le côté pour que ce soit plus facile à comprendre pour toi. Mais la forme, en fait, ça paraît peut-être un peu difficile pour toi de te soumettre à toute cette rigueur méthodologique. Et pourtant, la forme du commentaire va influencer le fond. C'est-à-dire que si tu arrives à bien cadrer ta réflexion grâce à ces consignes méthodologiques, je suis certaine que le fond en sera meilleur parce que justement, tu n'iras pas dans tous les sens. Ton correcteur sait où tu en es dans ta réflexion. Voilà, c'est gagnant-gagnant de bien suivre les conseils méthodologiques que je te donne dans cette vidéo. On passe à la dernière étape du commentaire qui est celle de la conclusion. Tu sautes 2 lignes après la fin de ton dernier paragraphe et tu vas opérer dans un premier temps une réponse à la problématique que tu avais proposée dans l'introduction. Et oui, il ne faut pas l'oublier cette problématique. Hein. Dans la conclusion, tu dois y répondre. Tu avais posé une question, tu y réponds dans la conclusion. Et après quelques phrases de bilan qui résument les conclusions auxquelles tu es parvenu à la fin de tes grands axes, tu vas proposer une phrase d'ouverture pour donner, par exemple, pour comparer le texte que tu viens de commenter à un autre texte qui lui ressemble ou à une œuvre artistique, à une pièce de théâtre. Enfin voilà, une ouverture littéraire ou artistique qui va permettre d'élargir la réflexion et de la poursuivre. La conclusion, c'est le dernier contact avec ton examinateur. Là aussi, elle est importante. Il faut que tu en prennes grand soin et que tu t'appliques lors de la rédaction. Ça veut dire qu'il faut bien penser à garder du temps pour la rédiger au cours de tes 4 heures. Et n'oublie pas également de garder un temps de relecture global, au moins un quart d'heure pour tout relire, pour corriger les fautes d'orthographe, pour corriger les erreurs syntaxiques, pour voir si tu as bien pensé à souligner le titre des œuvres, etc. Garde un temps de relecture à la fin de ton épreuve, il est absolument précieux.
Voilà pour les 4 étapes que tu dois suivre pour réaliser un bon commentaire de texte. À présent, je vais te donner quelques conseils concrets de rédaction. Alors, j'ai déjà évoqué le fait de souligner le titre des œuvres, mais j'y reviens. Le titre des œuvres doit être souligné systématiquement. Ensuite, autre conseil dans l'introduction, fais particulièrement attention à la problématique. La problématique, tu utilises soit l'interrogation directe avec un point d'interrogation et le pronom, l'inversement du pronom sujet, soit tu utilises une interrogation indirecte, auquel cas il n'y a pas de point d'interrogation à la fin mais un point et le pronom sujet n'est pas inversé. Ça c'est très important parce qu'on a souvent l'erreur et vraiment ça fait très mauvais effet finalement dès l'introduction de se tromper là-dessus. Je te donne un exemple. Comment le fabuliste s'y prend-il pour effectuer une satire de la justice? Ça c'est une interrogation directe. Nous allons nous demander comment le fabuliste s'y prend pour effectuer une satire de la justice. Point. Ça, c'est une interrogation indirecte. Voilà, c'est tout simple, mais il suffit d'en avoir conscience pour y prêter attention lorsque tu te relis. Ensuite, au niveau des conseils de rédaction, ce qu'il ne faut pas faire, ne pas mettre plein de citations pour nourrir le devoir en se disant que le devoir sera plus long, mais de ne pas les commenter. Ça ne sert à rien, au contraire, même tu seras pénalisé. Pareil, ne pas faire de paraphrase du texte, ne pas raconter ce qu'il dit déjà. Tu dois proposer une analyse de ce texte qui s'appuie sur le fameux trio gagnant, citation, procédé, interprétation. On ne te demande pas de paraphraser le texte, de redire ce que l'auteur a déjà écrit et certainement, pardonne-moi, mais bien mieux que toi. Voilà, c'est important. Ensuite, on ne sépare jamais le fond et la forme. On ne sépare jamais les procédés et leur interprétation. On ne fait pas un grand 1, la forme du texte, et un grand 2, les procédés. Ça, vraiment, c'est à proscrire. On doit vraiment les lier puisque les deux sont intimement imbriqués. C'est le procédé choisi, c'est la façon que l'auteur choisit pour dire ce qu'il veut dire qui produit un effet. D'accord ? Qui permet de l'interprétation du texte. Pareil, on ne fait pas des procédés de style, hein, on fait pas des relevés de procédés de style juste pour faire des relevés de procédés de style. Ça aussi, ça ne sert à rien. C'est bien hein, de repérer plein de figures de style, mais si tu n'en tires aucun effet produit, tu seras pénalisé. On n'oublie pas de mettre une majuscule au titre et au nom propre. Hein, quand tu parles de l'auteur, n'oublie pas de mettre une majuscule à son nom. On fait des citations entre guillemets systématiquement, d'accord ? Voilà, il faut vraiment penser à mettre des guillemets pour bien montrer que tu cites le texte. Sinon, les citations que tu relèves dans le texte vont se noyer avec le reste de ta rédaction et ton correcteur ne saura plus où il en est. Et enfin, tu dois essayer de proposer des parties équilibrées. Dans l'idéal, ton grand 1, ton grand 2 et ton grand 3 font exactement la même taille. Alors évidemment, ce n'est pas au mot près. Hein. Parfois, il arrive qu'une partie soit un peu plus longue que l'autre. Ce n'est pas très important, mais essaie d'atteindre cet idéal qui est de proposer des parties équilibrées à ton examinateur, à ton correcteur. Voilà, j'espère avoir été assez claire sur ce qu'on attend de toi pour réussir un bon commentaire de texte. J'espère que cette vidéo t'a donné vraiment des clés et un fonctionnement idéal pour arriver à réussir ton commentaire de texte. Si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et de commenter en dessous pour me dire si tu as apprécié ma vidéo. On ne lâche rien et on continue nos progrès en français en se retrouvant sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Spotify. Évidemment, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. En attendant, je te souhaite une excellente réussite en cours de français et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!